La nouvelle vague n'est pas sortie tout armée du cerveau de quelques bébés précoces. Un ensemble de conditions économiques ont favorisé son éclosion, au premier rang desquelles la fameuse crise du cinéma français des années 50, dont tous les observateurs à l'époque s'accordaient à reconnaître la gravité sans précédent. Ce dont j'étais convaincu, alors en tant que cinéphile, en tant que participant de cœur à la production et à la création cinématographique, c'est qu'il fallait un changement. Parce qu'à l'époque, on disait que, ou on pensait en tout cas, que si Unifrance Film avait, à l'occasion d'une semaine internationale du film à l'étranger, mis dans un même avion 5 scénaristes, 3 vedettes, 7 producteurs et 6 réalisateurs, et que l'avion ne soit pas arrivé à terme par suite d'un accident de vol, eh bien, il est probable qu'il n'y avait plus de cinéma français à ce moment-là. Avec quelques années de recul, on peut dire que la nouvelle vague a apporté un sang nouveau à ce cinéma français moribond que vient d'évoquer Jacques Flaut. Et pourtant, lisez les publications spécialisées. Il n'est pas de moi que cet apport ne soit remis en question, et souvent par ceux-là même qui l'ont escorté dans son succès. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons donc rassemblé dans cette tribune imaginaire un certain nombre de personnalités intéressées. Georges de Beauregard, producteur breveté de la Nouvelle Vague. Il doit sa bonne fortune au succès public d'À bout de souffle. Pierre Bromberger, producteur, de Jean Renoir à Jean-Luc Godard. Jacques Doniol-Valcroze, L'eau à la bouche. René Thévenet, ancien critique de cinéma passé à la production de films. Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. J'en connais pas beaucoup qui aiment le cinéma, qui vont voir un film 3 fois, un film qu'ils n'ont pas produit. Jean-Luc Godard, Le mépris. Jules Borcon, producteur de la variété classique, à l'instant tenté par l'aventure Nouvelle Vague. Alexandre Astruc, Le Puits et le Pendule. Jean Thuillier, producteur. Il a notamment produit Un condamné à mort s'est échappé. Les producteurs français ne sont pas riches, ne sont pas très riches. Pierre Cast. Vous connaissez l'histoire du producteur qui n'a pas d'argent et on lui dit mais t'as qu'à prendre le métro. Il dit je peux pas parce que le métro ça se paye comptant. François Truffaut, La peau douce. Alain René, Muriel. Jacques Flaut, directeur du Centre du cinéma en 1958. Mais pour commencer, et avant de déterminer qui fait le procès de qui, nous avons voulu savoir ce qu'est un bon producteur. Nous l'avons demandé à Henri Langlois, conservateur de la Cinémathèque française. Un bon producteur. Un bon producteur, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Et un bon producteur, c'est M. Goldwyn, par exemple. M. Goldwyn est un homme qui a toujours produit les films. C'est une marque de fabrique. Il sait ce qu'il fait, il sait quel genre de produit correspond à sa personnalité, correspond à sa connaissance, correspond au genre de public pour lequel il travaille, et il produit des films. Si vous voyez un film, par exemple, de Goldwyn, quel que soit le cinéaste qui a travaillé pour lui, il y a un style Goldwyn. Bon, je ne demande pas au producteur d'avoir du style, mais si vous voulez, prenons un autre exemple. Lorsque nous avons fait la rétrospective, le panorama de l'œuvre de Bromberger, nous avons été extrêmement frappés de la continuité. C'est la même chose que Goldwyn, c'était moins évident apparemment, mais en fait, il y avait une continuité dans cette production. Ça commençait avec Renoir, ça finissait avec Godard, la Nouvelle Vague, ça passait par René, il y avait une continuité. Et, si vous voulez, on pouvait définir cette production de la manière suivante. C'était une production d'avant-garde, dans le sens où, plutôt avant-garde est un mot qui ne signifie rien, c'est une production de pionnier. C'était quelqu'un qui savait attraper l'homme de talent avant qu'il ait fait carrière. Bon, et c'est toute une suite de choses. La carrière, c'est très intéressant justement cette rétrospective, parce que nous avons vu comment successivement des metteurs en scène, puis ils se sont détachés dès qu'ils ont eu la grande carrière, dès qu'ils ont eu le nom, dès qu'ils ont eu la renommée, dès qu'ils ont eu l'argent, ils se sont détachés. Et chaque fois avec une agilité extraordinaire, Bromberger est retombé sur ses pieds avec de nouvelles gens. Oui, c'est-à-dire qu'on est sorti
de ce phénomène qui, pour moi, faisait beaucoup de mal au cinéma français, qui, pour faire un film, obligeait des gens à obtenir une vente préalable. Pour obtenir cette vente préalable, il fallait engager des vedettes. Pour que ces vedettes acceptent de jouer, il fallait des metteurs en scène connus, qui n'acceptaient de jouer qu'avec des scénaristes traditionnels, ce qui impliquait des coproductions, c'est-à-dire des films immenses, hybrides, et qui étaient sans saveur. Monsieur Thévenet, lui, est d'un avis différent. Nous, notre but en tant qu'industriels, jeunes industriels du film, notre but en régime capitaliste, et tant que ce régime sera, c'est de faire en sorte que nos produits s'équilibrent, c'est-à-dire que tout bonnement, comme dans l'épicerie du coin, les recettes égalent à peu près les dépenses, et si possible, laissent quelque chose à ceux qui s'en occupent. Ce qui est important pour moi, c'est que si un film se fait dans une économie raisonnable, il permet, en étant plus ambitieux, de prendre plus de risques, c'est cela. Il n'y a pas de raison de faire dans cette même économie de ne pas faire des films, des films, mettons, pour un public beaucoup plus étendu ou moins étendu. Ça n'a pas d'importance. C'est ce que l'on a à dire qui est important. Bien sûr, le dialogue est difficile et je comprends d'autre part, alors là c'est l'ancien critique qui ressort, qu'on souhaite sortir des sentiers battus et qu'on essaye de faire avancer l'art cinématographique. Mais le faire avancer comme certains turiféraires de la nouvelle vague ont essayé de le faire, c'est absolument aberrant parce qu'on fait fuir les gens des salles. Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour que le public ait délaissé en partie les salles de cinéma. Mais elles sont tellement formidables à côté de l'élément que pourrait apporter, qu'aurait pu apporter la nouvelle vague. Je pense que ce sont bien d'autres éléments qui jouent, à commencer par, enfin ce que vous savez tous, le besoin d'évasion, les vacances, le besoin de s'installer chez soi, la contre-évasion à l'intérieur, etc., etc. Je pense que tout ceci vaut infiniment plus que cette préférence que l'on pourrait marquer pour des formules anciennes de style cinématographique. Naturellement, il y a des gens qui veulent le spectacle et qui ne trouvent au cinéma que le spectacle, de même d'ailleurs qu'à la télévision ou dans d'autres formules artistiques ou dramatiques, mais ça, il y aura toujours des hommes de spectacle qui ne voudront voir qu'un aspect du problème. Mais je pense que ça, c'est secondaire. Et je pense au contraire, je ne crois pas que ce soit paradoxal de dire que la nouvelle vague a prolongé au contraire le cinéma. Cette attaque forcenée de tout un secteur de la profession contre la nouvelle vague, enfin, est d'un suspect absolument extraordinaire. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire contre, et je ne dis pas qu'il suffit qu'un film soit fait par quelqu'un de ce groupe pour qu'il soit bon. Bon, il y a beaucoup de choses contestables, mais la manière dont on se sert de l'existence de ce cinéma comme bouc émissaire pour le charger de tous les péchés de la terre, et pour qu'il porte toutes les raisons, de tous les écueils et de tous les inconvénients du cinéma qui sont dus à un tas d'autres raisons, c'est quand même monstrueux, non? Fin du premier round. Le film doit être compréhensible pour le grand public, à mon avis, pour tout le monde. Et je connais beaucoup de gens très intelligents, très instruits, qui sortent de ce film et disent de quoi s'agit-il? Et ça apporte, à mon avis, un grand tort au cinéma français dans le monde entier. C'est, je crois, parce que c'est les raisons pour lesquelles maintenant les Italiens ont beaucoup d'avance sur nous au point de vue prestige international. Parce qu'ils font de bons films, mais des films qui sont compréhensibles pour tout le monde. Sans doute, Monsieur Borcon, c'est à Voyage en Italie que vous faites allusion. Mais ne croyez-vous pas que la plupart de vos confrères pensent plutôt à ceci? Comme il était dit plus haut, le dialogue est en effet difficile. Mais voyez-vous, ce que je regrette pour le cinéma français, c'est précisément,
à cause de ces tentatives et de cette propagande abusive et de cette orientation qui a d'ailleurs été continuée par notre actuel ministère de tutelle, nous avons raté la grande chance du cinéma français, chance qui a été saisie par les cinémas proches, notamment d'Italie et d'Espagne. Car lorsque le grand capitalisme américain a déserté Hollywood, il y a quelques années, il y avait une relève à prendre pour la fabrication de productions de grande consommation, celles que vous trouvez justement pour le moins sommaires, mais qui sont justement celles qui plaisent dans le monde au plus grand nombre et de très loin. Pour eux, le prestige, c'est d'avoir Sophia Loren et de tourner la chute de l'Empire romain. Il y avait une relève à prendre et par nos techniciens, par notre appareil technique en général, par nos acteurs aussi, nous étions ceux qui devaient prendre cette relève. Comme malheureusement ce temps a coïncidé avec les prétentions d'une aile esthétisante de jeunes critiques et de jeunes auteurs, nous avons manqué le coche et nous l'avons laissé prendre à l'Italie. Mais ce que M. Thévenet ne dit pas, c'est la raison économique qui a commandé cette immigration de capitaux en Italie et en Espagne. À savoir qu'en Italie, puis en Espagne, il était possible d'avoir une main-d'œuvre abondante et bon marché. Mais nous ne pensons pas que ce soit seulement aux superproductions de style Empire romain que songe M. Thévenet, mais aussi à ces sous-produits dont nous vous présentons quelques échantillons publicitaires. On peut alors se demander si ces films font vraiment de l'argent, comme on dit, à quelques exceptions près. Je voudrais bien que les jeunes critiques dont vous êtes se rendent un jour rue Cimarosa à Paris au service mécanographie et statistique du cinéma français et ils trouveraient là absolument tous les chiffres, tous les rendements de tous les films et ils s'apercevraient que bien des films dont ils croient être des succès parce que par hasard ils ont tenu une dizaine de semaines en exclusivité dans une petite salle au Bonaparte ou sur les Champs-Élysées, voire aux Ursulines, ils se disent que ce sont des succès alors que ce n'en sont absolument pas. Il y a les succès commerciaux de la nouvelle vague se comptent sur les doigts d'une seule main et tous ces gens avec ces innombrables films qui ont voulu nous prouver que l'étude de marché est faite, je ne défends pas mon propre sein, car en vérité, comme je le disais tout à l'heure, nous nous basons sur ce que nous disent nos distributeurs en France et à l'étranger. Eux connaissent ce que leur disent les salles, c'est ce qu'on appelle maintenant une étude de marché. Cette étude de marché existe depuis fort longtemps dans notre industrie, et chaque fois qu'on a voulu s'en écarter gravement, chaque fois le produit n'a pas été, ou presque chaque fois, car il y a bien entendu des exceptions. Et je pourrais vous accorder, par exemple, la guerre des boutons, qui en est une, car il est exact que l'étude de marché a toujours donné, et ça demeure d'ailleurs la règle, car ce n'est pas parce qu'il y a une exception que la règle est changée. En général, les films d'enfants, des films joués par des enfants, ne marchent pas au cinéma, de même que les films de montagne ne marchent pas, les films sportifs ne marchent pas, et il y a même en plus de ça quelques légendes, en particulier la présence de moutons à l'écran, je vous la signale en passant. Mais en ce qui concerne les enfants, c'est une règle. Et bien maintenant, vous allez avoir une épidémie de films avec des gosses, et vous verrez que la règle se retrouvera. Ce n'est pas parce qu'une fois par hasard l'exception l'a confirmé que la règle est abolie. Oui, mais on arrive toujours à ce moment-là, à un moment donné où l'exception justement devient règle. Un succès, c'est la coïncidence entre un sujet, une équipe, des acteurs et puis le public à ce moment-là. Et les nécessités de ce public à ce moment-là, c'est pas autre chose. Puisqu'on peut même penser devant n'importe quel succès que sorti 3 mois avant, 3 mois après, il sera un échec. Donc c'est vraiment une série de coïncidences. Ces coïncidences, on peut difficilement les analyser. Écoutez, dans le cinéma, s'il y avait une loi du succès, il n'y aurait plus de cinéma, parce que tout le monde en ferait. Oui, il n'y a pas de loi chez nous. C'est un métier, enfin je parle du producteur, c'est un métier qui est un métier difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais la science du succès. Sur les doigts d'une seule main, les films dits Nouvelle Vague qui ont vraiment été des succès, parce que vous faites prendre vous-même à ce que j'appelle le bluff de la presse, à votre propre écriture. Vous y croyez, je vous crois sincère. Malheureusement, c'est faux. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, on se figure que Hiroshima, mon amour, est un grand succès aux États-Unis. Et n'importe quel critique vous écrit ça noir sur blanc. Eh bien, je vais vous donner publiquement les chiffres. J'étais aux États-Unis justement au moment où Hiroshima venait de commencer sa carrière et il y avait un engouement dans les art theaters assez grand qui faisait penser qu'on allait vers une très grande carrière dans les salles d'art. J'ai posé quelques questions et j'ai appris les chiffres suivants. Il y avait à ce moment-là un autre film, une superproduction américaine qui s'appelait Les Canons de Navarone et qui marchait assez bien, mais dont le pape de la critique américaine, M. Bosley Crowther du New York Times, avait dit le plus grand mal. Et j'ai demandé à quelques professionnels, et je puis affirmer les chiffres que j'avance, les proportions. Les Canons de Navarone, film spectaculaire traîné dans la boue par la critique, 40 millions de spectateurs aux États-Unis. Hiroshima, si tout va bien,
1 million de spectateurs aux États-Unis. C'est-à-dire un grand succès de la Nouvelle Vague fait 1/40e d'un film spectaculaire comme je souhaiterais pouvoir en faire en France. Entre les deux, et c'est là qu'il faut le souligner, le plus grand succès français aux États-Unis de ces dernières années, depuis la guerre, et je crois même de tous les temps, le film de Vadim, Et Dieu créa la femme, 10 millions de spectateurs. 1, 10, 40. Voilà la place exacte de la Nouvelle Vague en prenant l'exemple d'un succès. Mais vous vous rendez bien compte que la date de la sortie d'un film, le choix de la salle, ne sont pas des choses qui sont choisies démocratiquement, ou même esthétiquement en fonction de la qualité des films, mais en fonction d'un certain nombre d'accords précis. Et un film qui sort dans la meilleure salle à la semaine de Noël, c'est un film évidemment qui n'a pas du tout la même chance qu'un film qui sort au mois d'août dans un cinéma d'essai. Vous savez que Léo n'a même pas été dans les quartiers. Moi, je trouve ça anormal. Je trouvais pas que c'était un film difficile. Alors par conséquent, c'est pas démocratique tout ça. C'est par une fiction extraordinaire et par une aberration du sens de la statistique qu'on présente les films comme égaux entre eux. C'est-à-dire qu'on publie des listes de recettes des films. Bon, naturellement, j'aimerais beaucoup dire ça si c'était quelqu'un qui soit en tête des listes. Malheureusement, je suis pas en tête des listes. Alors mon raisonnement est un peu gâché par le fait qu'on peut supposer que je suis plein d'aigreur et d'amertume, ce qui n'est pas vrai. Bon, mais là-dessus, ça ne m'empêche pas de mettre en doute profondément la hiérarchie des films en fonction de la rentrée. Parce que c'est comme si vous disiez... il y a énormément d'accidents après le déjeuner. Ça prouve que les gens ne devraient pas manger parce qu'ils conduisent plus mal après le déjeuner. C'est simplement qu'ils circulent plus nombreux. Bon, et que si vous enlevez de la statistique un élément important qui est la fréquentation des routes, ben vous faites une statistique fausse. Eh bien, quand on fait la statistique du rendement des films, si on ne met pas la date de sortie, le prix de revient du film et le budget publicitaire du film, on n'a strictement rien dit. Voici un exemple. Quand Godard se fout par terre avec les carabiniers, bon, il a dépensé 40 millions à tout casser. Bon, il perd 40 millions, mais il y a des exemples de grands films commerciaux absolument classiques, faits dans les méthodes de production absolument normales, qui ont été faits pour 800 millions, qui ne perdent que 600 millions, mais comme ils ont fait que 2 millions de recettes, on dit, ah, ils ont marché. Ils ont marché, mais ils perdent 600 millions. Bon, le film de Godard, il n'a pas marché, mais il n'avait coûté que 40 millions. Alors là aussi, il y a légèrement un déséquilibre dans l'estimation des choses. Mais je trouve, on a toujours dit, par exemple, les producteurs, les 3/4 de ces producteurs français qui font des films moyens comme Babette s'en va en guerre, Le repos du guerrier, ou je sais pas quoi, Les amours célèbres, ou enfin, tous ces films moyens là, ils ont dit c'est la nouvelle vague qui a causé la ruine du cinéma français. Alors que je crois que si le cinéma français existe toujours, c'est grâce à la nouvelle vague et s'il continue. Parce que si on compare, par exemple, parmi les petits producteurs qui ont fait les films de la nouvelle vague, sur, disons, il y a le 90% continue à exister, continue à faire des films tant bien que mal, brinque-ballant, comme ça. Si on regarde chez les autres producteurs qui nous accusent de faire des films contre le public, etc., etc., eh bien, là, c'est le 80% de ces producteurs qui ont fait faillite avec leurs propres films. Une énorme maison comme Pathé a à moitié fermé ses portes, Gaumont aussi, Cinédis a disparu, Sirius a disparu, Deutschmeister ne fait plus de films. Alors que Brunberger, Dauman, tout ça, ça continue. La seule fois, les seules fois, où Brunberger s'est trouvé dans des graves difficultés, c'est chaque fois qu'il s'est dit, maintenant, assez de risques, je vais jouer à coup sûr. Je vais lâcher plus de René, on va faire du commercial. Et chaque fois qu'il a voulu faire du commercial, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas dans sa gamme, dans sa personnalité, dans son savoir, ça a été la catastrophe. Parce que les 3/4 des producteurs, j'ai travaillé récemment avec Carlo Ponti, ils ne savaient même pas la différence entre la pellicule optique et la pellicule magnétique. Je veux dire, alors que Gallimard, par exemple, c'est la différence entre du papier chiffon et du papier japon. Par exemple, il sait comment est fait un livre. Les 3/4 des producteurs ne savent pas du tout comment est fait un film. Ils ne savent pas que c'est Kodak qui fabrique et puis qu'ensuite c'est impressionné, que ça va dans les laboratoires. Je crois qu'ils ne savent même pas que c'est fait comme la photo, que le négatif devient du positif. Les 3/4 des producteurs aujourd'hui ne savent plus ça. Je crois que c'est Renoir qui raconte cette histoire d'un producteur italien qui, dans la même année, avait produit La Strada et Ulysse, une grande machine en cinémascope. Et La Strada, qui avait coûté pas très cher, était un très gros succès, et Ulysse a été un échec épouvantable. Eh bien, ce producteur continue de dire que La Strada n'est pas un film commercial et que Ulysse, c'est un film commercial. Les vrais producteurs, des gens comme, par exemple, un exemple, Hakim, eux savent, et ils s'intéressent à leurs produits, bons ou mauvais, une fois qu'ils les ont fabriqués. Parce qu'ils ont produit des très grands films, ils ont produit aussi bien les films de Renoir que des moins bons, comme les films de Duvivier ou de Carnet. Et ils avaient des idées, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'idées. Par exemple, l'exemple,
ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont vu que la nouvelle vague a eu du succès, crac, ils se sont précipités sur Chabrol. Mais en fait, c'était pas une idée sincère, c'était une idée, son film a fait de l'argent, donc s'il nous en fait un, pour nous aussi, ça va faire de l'argent. Ils se sont précipités sur Antonioni, et puis ils ont fait le seul film d'Antonioni qui n'a pas marché. Ensuite, ils se sont précipités sur Lauzet, ils ont fait le seul film de Lauzet qui n'a pas marché. Parce qu'ils sont perdus. Ils ne savent plus très bien ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont envie de faire des films, ce sont des gens qui ont envie de faire des films qui ressemblent à des films qui ont du succès. Et dont la totalité de la vie se passe comme avec une espèce de boussole pour laquelle ils n'ont pas d'aiguille aimantée. Ils se demandent quelle est l'aiguille aimantée qui leur indiquera à coup sûr comment gagner. Là, ils sont peut-être un peu... Ils n'ont plus envie de changer leurs habitudes. Quand vous habitez depuis 30 ans dans le même appartement, même si on vous en offre un sublime à côté, vous préférez peut-être finir votre vie dans le même appartement. C'est ce qui se passe avec la majorité des producteurs français. Voici maintenant l'un des dadas favoris des producteurs français. Étrange dada, vous allez voir, dont les conséquences sont pour le moins paradoxales. Moi, je suis pour la spécialisation. Je crois que l'avenir du cinématographe va vers une spécialisation. Il y aura des salles cinéramas, des salles grands spectacles qui passeront certains films. Il y aura d'autres salles pour opérettes comme West Side Story. Je crois qu'il y aura aussi des salles policières, des salles comiques. Et je sais que je suis président des cinémas d'arrêt d'essai. Nous avons maintenant une centaine de salles en France qui passent des films plus ambitieux. Je crois, comme beaucoup de mes confrères, qu'il y a deux publics distincts. D'une part, le public qui cherche au cinéma une simple évasion, une simple distraction, qui cherche, en quelque sorte, le moyen de passer 1h30 ou 2 heures agréable. Et d'autre part, il devrait exister certaines salles qui seraient un peu exploitées comme est exploité le théâtre. Et là, on assisterait à des spectacles choisis qui seraient pour les réalisateurs l'occasion d'expression personnelle. Et c'est d'ailleurs là que nous trouverions le moyen de régler le grand problème de la critique. Car ceux qui désireraient le secteur d'art et d'essai... C'est pas du cinéma d'essai qu'on fait d'abord, on n'essaye plus, on sait ce qu'on fait. Et qui voudraient donc, qui prétendraient, qui penseraient que leur œuvre mérite une considération à ce titre, devraient accepter également les jugements libres de la critique. En revanche, ceux du secteur commercial, que j'appelle plutôt spectaculaire, n'auraient pas à être critiqués, et là joueraient les interdictions qui font qu'en particulier on n'a pas le droit de dire du mal d'un dentifrice ou de quoi que ce soit de ce genre. Moderato cantabile. Allegro vivace. Oui, c'est mieux. On peut bien avoir son opinion, non? Je suis prêt à vous le donner à juger à titre personnel, mais à condition que vous ne commettiez pas la mauvaise action de détourner d'autres gens qui sont absolument nécessaires à la rentabilité de mon produit, de le consommer. Je suis d'accord pour vous demander votre avis, et à d'autres, et à bien d'autres, et je suis même d'accord pour que le dit public me donne le sien. Mais ce qui est grave, c'est que profitant de la liberté de la presse, et Dieu sait si j'y suis attaché, c'est d'ailleurs malheureusement une des raisons de mon inconfort en la matière, profitant de la liberté de la presse, du haut de vos tribunes, vous vous permettez de détruire l'œuvre des autres, techniciens, producteurs, absolument sans vergogne, et d'ailleurs sans qu'il y ait de conséquences fâcheuses pour vous. Eh bien moi, je ne vous autorise pas à le faire. Diable. Et pourtant, René Thévenet, rappelez-vous. Ce que j'ai reproché le plus à la nouvelle vague, j'ai dit, c'est de légiférer, d'avoir voulu transposer, et ce que je reprochais à la critique, c'est de vouloir transposer quelques règles et quelques expériences très favorables à des tentatives d'avancement de l'art cinématographique, d'avoir voulu en faire des règles générales et d'avoir surtout voulu les imposer dans le secteur que je qualifierais de commercial. En particulier, il n'est pas normal qu'on oblige d'aller voir, qu'on oblige le public, on l'oblige par une publicité tonitruante, à aller voir dans une très grande salle un film d'Alain Resnais.
un film d'Alain Resnais est certainement une des choses les plus importantes que l'époque actuelle ait pu nous apporter en matière de cinéma, de novation cinématographique. Mais je ne pense pas qu'il faille inviter le public, le plus large public, à aller le voir dans une salle. Parce que quand il sort de cette salle, il n'a qu'une envie, c'est de ne plus retourner au cinéma. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. Il y a une contradiction dans les termes extraordinaires que de cantonner précisément ces films qui cherchent une nouvelle diffusion dans des salles qui sont limitées dans leur diffusion. C'est-à-dire, c'est très précisément le principe du ghetto. Consiste à dire, ah oui, ces juifs, bon, ils existent, tant pis, on les met dans un endroit spécial à part, ils ne peuvent plus communiquer avec les autres. Mais là-dessus, s'ils veulent faire des films et éditer des livres tout seuls dans leur ghetto, ils peuvent, naturellement. Donc, nous pouvons, nous autres intellectuels, qui avons une étoile jaune avec marqué intellectuel dessus au lieu de juif, eh bien, nous pouvons vivre dans notre ghetto si nous voulons. Sauf qu'on ne peut pas vivre dans un ghetto, c'est évident. Et alors, dans la mesure où nous voulons que ce cinéma marginal, ce cinéma d'art et d'essai existe, il faut qu'il ait ses salles spécialisées, sa production spécialisée, ses subventions, car alors il ne s'agira plus de rentabilité, mais uniquement de tentative. Mais il ne faut pas que nous l'imposions à la clientèle normale qui va dans le cinéma pour se distraire. Bon, alors je vous signale que Julius Streicher a fait exactement la même théorie en ce qui concerne l'organisation de la société allemande sous le nazisme, qui consistait à dire, oui, il n'est pas question de liquider les juifs, en tout cas dans cette période-là, il n'était pas question de les liquider, bon, mais on les mettra à part. Alors, ils auront une culture juive à part, et vous aurez une culture intellectuelle à part, et puis vous aurez une sous-culture destinée aux sous-hommes qui vont au cinéma d'habitude. Si c'est ça que les exploitants pensent des gens qui vont au cinéma, c'est agréable de penser que ça ne marche pas. Parce que pourquoi on ferait du cinéma d'art et les autres du cinéma de commerce? Nous, on fait aussi du cinéma de commerce. Je veux dire, tous les gens autour de moi ont tout à fait conscience qu'il faut amortir un film, qu'il faut faire gagner de l'argent aux producteurs et tout ça. C'est vers 1909 que Charles Pathé préconise que la location des films se substitue à leur vente. Les distributeurs sont nés, et c'est donc, en second lieu, aux distributeurs qu'eut à faire la nouvelle vague, aux distributeurs dont on peut se demander s'ils ont su faire face à ce public neuf qu'évoque Alain Resnais. Si on prend par exemple l'exemple de la règle du jeu, quand Jean Renoir fait la règle du jeu en 1939, il s'adressait, en fin de compte, il ne le savait pas en le faisant, je veux dire, mais les résultats montraient qu'il s'adressait à peut-être 3000 spectateurs en France. Si on trouvait quelque chose qui soit l'équivalent de Jean Renoir et un film qui soit l'équivalent de la règle du jeu, on est à peu près certain actuellement qu'on pourrait compter sur 500 000 spectateurs français. Bon, c'est-à-dire que de 5 000, on est passé à 500 000. C'est un gain formidable. Si on est passé de 5 000 à 500 000, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oh, puis il y a plein de choses, enfin on ne peut pas repartir à la base, mais moi je trouve qu'il y a des boulots qui ont été faits, par exemple, au TNP, il y a des boulots qui ont été faits au point de vue information, des publics populaires, sur des choses qui étaient plus difficiles que celles qu'on leur présentait d'habitude. On ne voit pas pourquoi ces choses-là n'ont pas été faites au cinéma, pourquoi une salle entière n'est pas achetée par une association. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce boulot en profondeur qu'ont fait des types comme Villard-Planchon, enfin, eux, leurs équipes et tout ça, ça consistait tout de même à amener des ouvriers à voir des pièces de Shakespeare en leur disant de quoi on racontait. Et ils sortaient très contents, mais on avait fait des salles pour eux, des prix pour eux, on les a informés. Et ils étaient tout contents et personne ne trouvait à redire. Mais qui fait ça pour les films d'Antonioni? Les gens qui sont chargés de vendre les films sont les gens qui courent à la facilité, sans tenir compte du tout de ce qui se passe dans le défrichement d'un nouveau public, dans la recherche d'un autre public qui a d'autres exigences culturelles que celles qu'on leur fournit avec le cinéma. Ce que je vous dis, ce qui m'épate le plus, c'est qu'il n'y ait pas un type qui se soit dit, je vais faire un nouveau circuit de distribution, il y a de l'argent à gagner. Car il y en avait à gagner. Il y avait, vous comprenez, 2 ans de travail à mettre en route, des types, des gars, Bon, et après il y avait de l'argent à gagner. Pourquoi le TNP gagne de l'argent? Pourquoi Planchon gagne de l'argent? Je trouve que c'est sidérant d'accuser les gens qui font les films d'être à l'origine de la crise du cinéma, alors qu'il y a quelque part un goulot d'étranglement absolument absurde qui est dans la méthode de vendre les films et d'accéder au public. Avec naturellement, à la base de tout ça, un fabuleux mépris du public. Et alors, dans notre cas de notre pays, ça va plus grave, c'est une chose encore plus grave. C'est que dans notre pays, il y a une espèce de... Comment dirais-je? Nous sommes passés de Louis XIV à Louis XV. N'est-ce pas? On vous dit le contraire, mais en fait, c'est ça. Nous sommes passés de Louis XIV à Louis XV. C'est-à-dire que
Il y avait autrefois une société, il y avait une société avec une certaine structure, certaines rigidités, certaines, comment dirais-je, certains préjugés. Or maintenant c'est l'inverse. La bonne société, c'est le demi-monde. La bonne société, si vous voulez, la Bible de la bonne société, c'est les liaisons dangereuses. Le génie cinématographique de la bonne société, c'est un mélange de, qu'est-ce que je pourrais dire, de haute couture, d'Harper's Bazaar. Je ne veux pas dire, parce que tout de même on est moins décomposé qu'à Londres, je ne voudrais pas dire affaire Ward, vous comprenez. Mais au fond, l'affaire Ward, c'est ce qu'il voudrait être. C'est leur désir. Vous n'avez qu'à aller voir les gens qui vont voir les liaisons dangereuses, et vous vous apercevrez de la catégorie des gens qui aiment ça. C'est pas peut-être qu'ils n'aiment pas ça, mais ils s'imaginent que parce qu'ils aiment ça, ils sont Louis XV. Ils sont Marie-Antoinette, ils sont la Dubarry, ils sont la Pompadour, ils sont le summum de la civilisation française. Moi, je voudrais bien voir la tête même de la Dubarry qui sortait, paraît-il, des bas-fonds de Paris. Si elle se promenait actuellement à Paris, je ne sais pas si elle n'aurait pas l'air d'une duchesse, vous comprenez, comme il y en avait en 1914 encore. Alors, ces gens-là, ils tiennent les Champs-Élysées. À cause du prix des places. Aux Champs-Élysées, il faut payer 1000 balles pour aller aux Champs-Élysées. Ils donnent le ton à des gens qui les imitent. Ou tout au moins qui suivent leur ton. Alors, ils vont aux Champs-Élysées, qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, je ne veux pas vous citer de titre, c'est pas la peine, je ne veux pas faire de peine à personne. Et ils font un succès à un certain genre et un certain nombre de films. Quand on vous parle de films commerciaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des films qui sortent dans 4 ou 5 salles de Paris, qui n'ont pas la réputation d'être à la mode, ce genre Rex, ce genre de salle qui couvre un public suffisamment vaste, c'est ce qu'ils appellent le cinéma commercial, c'est-à-dire le côté neutre. Le film neutre, le film qui ne gêne pas, quoi. Le roman de cap et d'épée. Et puis, l'art, eh ben, c'est le film qui passe au Biarritz. Ou qui passe, non, il ne faut pas citer de nom, alors qui passe dans un certain nombre de salles de Paris aux Champs-Élysées. Et puis non, ben non. Ben non. C'est ça le drame. Moi je suis contre, mais alors fondamentalement contre, la division des publics. C'est-à-dire contre l'idée qu'il y aurait, d'abord une idée que je trouve scandaleuse au départ, parce que je déteste une certaine forme d'aristocratie décadente, je la déteste, mais alors, du plus profond de mon être. Dieu sait si j'ai des opinions réactionnaires en des tas de sens, mais là je hais cette opinion qui consiste à dire qu'il y a une petite aristocratie, d'ailleurs répugnante, de bourgeois qui se disent on va au Publicis voir un film d'eux, etc., parce qu'on a lu une critique dans l'Express, etc., et nous on comprend ça, on sent ça, et nous on ne va plus au cinéma comme avant le samedi après-midi voir n'importe quoi. Alors, si les films ne sortent pas aux Champs-Élysées, ils n'ont pas de sortie. Ils n'ont pas de sortie. Un film qui n'a pas son audience aux Champs-Élysées est foutu. Et pour des raisons économiques, et parce que les gens ont la trouille, ne peuvent pas croire à la carrière de ce film. J'avais eu une conversation à bâton rompu avec un agent de publicité d'une maison américaine qui m'a dit, mais tout ça on le sait. C'est pour ça que nous essayons de lier Pigalle à nos sorties. Ils avaient très bien compris le rôle que pouvait jouer Pigalle et l'importance de Pigalle, qui était le seul endroit populaire où on pouvait encore sortir des choses à Paris. Ils savaient tout ça, mais ils sont eux-mêmes prisonniers de la sortie aux Champs-Élysées. L'exploitant est le directeur de salle. Il est donc lié d'un côté au distributeur qui lui fournit les films et de l'autre au public qui les consomme. Que faut-il en penser? Les pires, c'est comme partout, c'est les exploitants. Et surtout aujourd'hui, si ça va mal, c'est parce que les exploitants ne veulent plus travailler. Quand vous entrez dans une salle de cinéma, on commence par vous engueuler, on vous force à faire la queue 1 heure avant, dans le froid ou je sais pas quoi, alors que la salle est à moitié vide, simplement on veut faire croire qu'il y a du monde dehors, alors on vous force à faire la queue dehors. Ensuite, on vous répond mal poliment, à peine on est entré dans la salle, on est happé par quelqu'un qui vous éclaire avec un projecteur dans la figure et qui éblouit tout le monde alors que la salle est noire et que ça... En Angleterre, c'est bien fait, les ouvreuses ont une petite lampe dans le dos automatiquement qui éclaire uniquement par terre.
En France, on éclaire le visage des gens, on leur montre pas du tout enfin des bêtises comme ça. Ça sent mauvais, c'est jamais aéré. Vous allez même dans une grande salle de province à Marseille ou les 3/4 des salles des boulevards à Paris, c'est pas balayé. Enfin, c'est vraiment ils travaillent pas. Tout le travail doit être fait par nous, par les producteurs. Si votre film sort, mettons, aux Normandies dans 15 jours, si vous voulez mettre une affiche pour prévenir que le film va sortir, c'est pas du tout l'exploitant qui va faire ça, c'est vous qui devez y aller. C'est vous, le producteur, qui doit aller prendre des clous, un marteau et aller poser lui-même son affiche. L'exploitant fera rien. Et ensuite, il prend la moitié de la recette et il a absolument rien fait. La projection est complètement floue. Pour être projectionniste, je ne sais pas ce qu'on leur apprend, il faut paraît-il passer un brevet. Les 3/4 des films en France sont projetés flous, de travers, les copies sont coupées, enfin c'est vraiment lamentable. Si le cinéma ne marche pas, ils en sont responsables à 20 ou 30% parce que le public, même la télévision, projette mieux que dans une salle de cinéma en moyenne. Merci. Mais ça se retourne complètement contre eux. Ils demandent d'être subventionnés, ils vendent comme ça. Pour repeindre leur salle, repeindre la salle, c'est pas difficile. Moi, quand j'habitais une chambre de bonne, j'avais pris un pinceau et un pot de peinture et j'ai repeint ma chambre. Je n'ai pas demandé une subvention à l'État pour ça et eux n'ont qu'à faire pareil. Ils travaillent comme des fonctionnaires. Or ça, c'est la mort du cinéma parce que le cinéma continue à vivre uniquement parce qu'il est fait par des artistes. Et que les ennemis mortels des artistes, que ce soit dans le cinéma ou dans la télévision, c'est les fonctionnaires. Et ils essayent de tuer les artistes. Et les artistes essayent de ne pas se laisser tuer par eux.